Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review complète de Hell in a Cell qui a eu lieu donc dimanche dernier. Donc on va faire comme d'habitude, on va prendre le match après match et je vais réagir un petit peu à ce qui s'est passé et je vais vous donner mon avis. On va commencer logiquement par le kick-off, un match de championnat tag team de SmackDown entre Rusev Day, donc Aiden English et Rusev, et les New Day. Un match d'un peu moins de 10 minutes, donc une durée quand même très moyenne. Alors on a vu quand même des problèmes de communication entre Aiden English et Rusev vers la fin du match, lorsqu'English fait le tag sur Rusev alors que Rusev était chaud là, il s'apprêtait à faire un splash de la deuxième corde sur Kofi, mais du coup il va faire ce splash dans le vide puisqu'ils auront perdu beaucoup trop de temps dans l'histoire. Kofi évite, English lui réussit par contre son splash dans la foulée sur Kofi, mais ça n'ira pas jusqu'au bout. Ensuite Rusev, comme il est à l'extérieur, il est au sol, il ne se relève pas. English se dit bon bah je vais y aller tout seul. Il se met à imiter Rusev et carrément là porte l'accolade sur Kofi, mais Kofi se résiste, balance English contre les cordes. Et il arrive finalement Kofi à porter un 3 Ball in Paradise sur English qui se fera finalement couvrir jusqu'au compte de 3 alors que Rusev tentait de briser le compte, mais il était retenu à l'extérieur par Big E. Voilà, je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, je vous avais parlé un peu de l'analogie avec François Pignon, avec le dîner de con. Je voyais bien une petite boulette d'English là, un English qu'on était en train de retrouver petit à petit, qui se révélait et qui se réveillait et qui se sacrifiait. Enfin, on avait le partenaire modèle. Quelqu'un qui essayait de se racheter de ses erreurs et ça marchait, et je trouvais que à force de nous vendre ça, j'avais l'impression qu'il y aurait une boulette à un moment donné et qu'il allait retomber dans ses travers, et ça a été un peu ça finalement avec ce problème de communication. Donc, et puis du coup c'est ce qui finalement a coûté la défaite par la suite, même si la défaite n'a pas eu lieu tout de suite après ce problème de communication, mais donc ça a mis un peu la zizanie au sein de l'équipe, et du coup on va voir ce que ça donne, ce que ça va provoquer un split définitif. Il faudra voir le prochain SmackDown, et s'il va y avoir un heel turn, peut-être plus du côté de Rusev, s'il décide vraiment de se débarrasser d'English. Ça peut être peut-être dans l'autre sens. Tout est possible. En tout cas, le match il était de plutôt bonne facture. Le match n'était pas long, mais d'un niveau supérieur au match de kick-off habituel, un petit peu au-dessus, ce qui était prévisible, puisqu'on a quand même de bonnes équipes, et puis les New Day en général en pay-per-view ils nous produisent de bons matchs, donc c'était un petit peu mieux que d'habitude. Donc j'ai donné la note de 6 sur 10, donc c'était un match plutôt sympa, qui était plutôt divertissant. Il y a eu quand même de bons spots, notamment avec le double stomp de Kofi, de la troisième corde directement sur Aiden English, qui était porté par Big E. Il y a eu comme d'habitude le spear suicidaire de Big E sur Rusev entre la deuxième et la troisième corde, et dans la foulée le Tope Code Hero d'Aiden English sur Big E. Donc il y a quand même eu des spots intéressants, et ça en fait donc un match très, vraiment qui se laissait regarder, et très agréable à regarder, et peut-être qu'il y aura un rematch, on ne sait pas encore, mais de toute façon je pense que New Day vont continuer et vont passer à autre chose, je veux dire. Il y a Sanity notamment qui va frapper à la porte à mon avis à un moment donné, The Bar bien entendu, qui vont affronter, je l'ai pas dit dans ma vidéo pronostic, mais ça aussi c'était un indice absolument implacable, c'est qu'on nous annonçait déjà un New Day versus The Bar au Super Showdown de Melbourne, pour les titres justement. Donc du coup on pouvait se dire que Rusev Day n'allait jamais gagner les titres, tout simplement. Donc ça aussi c'est un indice, et donc ils vont, je pense, The Bar va finir par être vraiment peut-être vraiment les vrais challengers à l'avenir, peut-être donc dans une série de matchs à venir. En tout cas voilà, c'était pas mal pour ouvrir le show. Allez, on va passer maintenant directement à la carte principale, avec finalement l'opener, comme l'année dernière, Randy Orton contre Jeff Hardy dans un Hell in a Cell match. Oui, comme l'an dernier, puisque la configuration était identique, puisque c'est le Hell in a Cell entre Usos et New Day qui avait ouvert le show, et c'était également un
Hell in a Cell qui avait clôturé le show entre Kevin Owens et Shane McMahon. Donc c'était exactement la même configuration ce dimanche. Et un opener qui commence déjà sur de grosses bases puisque ça a duré 25 minutes. 25 minutes, hein, c'est un très très long opener. Alors évidemment favorisé par la stipulation, hein, parce que en général les Hell in a Cell match ça dure quand même un certain temps. Il y a eu énormément de choses. Hein. Disons ça a été respecté au niveau de la stipulation. Il y a eu énormément de choses, de violence, hein, un mélange de violence, d'intensité, porté par cette feud, hein, qui était quand même bien menée. Des utilisations de chaises, d'échelles notamment, hein, avec l'échelle qui est mise dans l'autre sens, hein, en forme de V, et Orton qui met Jeff dedans. Hein, qui le plante sur l'échelle, et un petit peu plus tard, qui le coince la tête contre les barreaux de l'échelle, pour son petit tour du déshonneur, à la Rugged Ronnie Garvin. Ça, c'était quand même pas mal du tout. Un petit spot aussi, qui paye pas de mine, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque Randy Orton pose une table sur le ring, mais que Jeff est le plus prompt, se projette dans les cordes et utilise la table comme une planche de surf pour faire coulisser cette table directement sur les côtes de Randy Orton, hein, contre la grille. Ça, c'était quand même pas mal du tout, ce petit spot, hein, ça coûte rien. Ça paye pas de mine, mais c'est très efficace. Il y a eu évidemment un Poetry in Motion. On pouvait s'en douter, Poetry in Motion de la part de Jeff Hardy avec appui sur la chaise. Hein. Donc du coup, ça a bien fait rebondir Jeff Orton contre le grillage. Et puis bon, il y a quand même le spot le plus marquant du match et puis probablement de la soirée. C'est lorsque Randy Orton se décide à aller sur le ring et va chercher une caisse à outils, et là il en sort un tournevis, et là on se doute de ce qu'il va faire. Il immobilise Jeff, et puis là il lui met le doigt dans l'oreille. Donc évidemment le doigt dans l'oreille, il fallait s'y attendre, hein, on l'a vu souvent, c'était sûr qu'il allait avoir ça, mais en plus il décide d'y mettre carrément le tournevis, et pire que ça encore, de tourner ce tournevis et de faire un nœud, véritable nœud avec son oreille, et de faire une espèce d'élastique. C'est une image absolument terrifiante. Et je sais pas comment est-ce que Jeff peut résister à ça. C'était terrifiant quand il a tourné ce tournevis. Et là, on voyait ce petit bout d'oreille qui tournait. On se demandait comment il allait faire, pour tenir ce petit bout d'oreille là. Waouh, c'était très impressionnant. Franchement, très impressionnant. Et ça, c'était vraiment du jamais vu. Voilà. Et le match donc était vraiment très intense, très brutal, très violent. Il y a eu du sang, des coups de chaise contre le dos, des coups de ceinture. Orton, il avait le dos en sang, en lambeaux, les jambes pareil. C'était ça, c'est le pire, les séquelles d'un Hell in a Cell match, quoi. Donc 25 minutes. Alors le rythme n'était pas forcément foufou, hein, on sait, les deux hommes sont pas forcément maintenant, hein, surtout Hardy à son âge et vu dans son état, c'est pas des flèches, hein, on va dire. Donc c'est pas des maîtres au niveau de la vitesse, du rythme qu'on peut mettre dans un match. C'était plus scientifique en tout cas. Dans la préparation de ce qu'on va faire, méthodique. Voilà, je prépare mon prochain coup, je vais chercher une arme, je la remets sur le ring, je vais chercher mon adversaire. Voilà, c'était plus ça. C'était très méthodique. Et franchement, moi j'ai aimé ce match. On attendait, hein, Jeff Hardy en interview, il nous avait vendu un gros spot. Donc évidemment on parlait de la cage, de la Sempton du haut de la cage. Au final il ne leur a pas porté. Et d'ailleurs ils ne seront jamais sortis de la cage finalement, hein, parce que comme je vous avais dit, il aurait fallu la défoncer, et bon on avait besoin de la cage pour le main event, hein, quand même. Et donc, il y a eu une tentative de Senton, hein, d'ailleurs, de la part de Jeff, et il a réussi d'ailleurs à la faire, avec même une chaise, hein, qui était sur le corps d'Orton, mais ça n'a pas suffi. Et donc, le fameux spot, c'est lorsque il y a deux
échelles sur le ring, une petite et une grande. Il escalade le tout, Jeff. Et Randy Orton est allongé sur la table, une table qui était juste posée à côté. Et du coup, on se dit bon, il va faire une sorte de saute mouton par-dessus l'échelle pour rebondir avec un leg drop sur Orton. Hein, il a déjà fait ce genre de choses. Et puis non, il se dit non, on peut faire mieux, on peut aller encore plus loin. Et là, il monte l'échelle tout en haut. Et là, quand on voit la structure, on comprend tout de suite ce qu'il va faire. Carrément, il va se suspendre carrément à la charpente. Tout en haut, et il va commencer à faire de la barre fixe et à prendre un peu d'élan et à tourner, aller de plus en plus vite. Et Orton, bien entendu, il est malin, hein, malin comme un singe. Hein, là, cette fois-ci, on peut dire qu'il y avait deux singes qui étaient là, le malin singe Orton et le singe Hardy, hein, en train de se suspendre à cette barre, et tout à coup donc il lâche tout. Mais Orton était déjà parti, donc évidemment il retombe comme une merde Hardy sur la table qui s'écroule bien sûr. Là c'est la stupeur générale, donc le gros spot, hein, parce que la chute elle est quand même d'importance, hein, c'est une chute je dirais grosso modo de 5-6 mètres. C'est pas la plus impressionnante qu'on ait pu voir, hein, je trouve que c'est maîtrisé. J'avais très peur, hein, bien sûr, pour la santé de Jeff, j'avais très peur de la senton en haut de la cage. Finalement, c'est une chute de 5-6 mètres, hein, c'est impressionnant, mais disons que c'est maîtrisé. Il retombe, il fait un plat directement sur la table, donc ça amortit aussi. Donc, c'est plus de peur que de mal. Et alors l'arbitre, du coup, il dit non, venez, il demande de l'aide, hein, il demande évidemment les médecins, parce que là on peut plus continuer le match. Mais Orton, lui, il n'en a cure, et il dit à l'arbitre, allez, mais fais le compte là, je vais le couvrir là, alors fais le compte. Et l'arbitre il est gêné, il ose pas, et puis finalement il se décide à le faire. 1, 2 et 3. Victoire d'Orton, donc pas de musique qui retentit, hein, c'est la stupeur générale. Évidemment, première chose, c'est de faire venir les médecins, la civière, la Minerve, etc. Enfin, vraiment mettre protéger au maximum Hardy. Et puis voilà, victoire d'Orton, donc prévisible, je vous l'avais dit, donc victoire d'Orton, il le fallait, c'était lui qu'il fallait mettre en avant, c'était lui le heel, donc c'est très bien qu'il ait gagné. Et donc le match, je lui donne une très bonne note, hein. Enfin vraiment pour un opener, 7,5 sur 10, je lui donnais la note de 7,5 sur 10, c'était vraiment très bien, brutal, et ça a rempli bien son rôle dans la feud. C'était vraiment bien pour ouvrir le show, et voilà, j'ai aimé ce match, et pourtant les deux, voilà, sur le ring, ils ne m'excitaient plus trop, hein, ces deux-là. Et là, ils m'ont, avec cette stipulation, avec les armes en plus, l'intensité, la dramaturgie, ça a donné un cocktail très agréable. Et merci, j'ai envie de dire merci à tous les deux, mais surtout merci Jeff, hein, qui continue à faire le fou, quoi, à faire des spots de malade. C'est pas le plus fou qu'il ait fait dans sa carrière, mais c'est quand même, faut quand même y aller, quoi, pour se laisser tomber comme ça du haut d'une cage de 5-6 mètres et retomber comme ça. C'est quand même pas donné à tout le monde. Bien sûr, c'est in kayfabe, hein, donc il est pas blessé, hein, donc alors peut-être que du coup cette chute va le rendre un petit peu plus noir, un petit peu plus broken, peut-être un peu plus Brother Nero, on sait jamais. I knew you'd come. Peut-être, hein, voir Willow, hein, il nous avait teasé ça en interview, hein, Jeff. Il avait teasé Nero, il avait teasé Willow. Peut-être que il va revenir de cette chute transformée complètement. Voilà, donc on pouvait dire c'était un super match, et là le show partait vraiment très bien. On passe maintenant au match suivant, match de championnat féminin de SmackDown entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Un match qui aura duré 14 minutes, c'est pas trop mal. J'aurais vu un peu plus. J'aurais donné peut-être 2-3 minutes de plus. Bon, je chipote un peu. Voilà, c'est correct. C'est une durée correcte, mais je pense que ça, vu l'affiche, j'aurais donné, et vu la feud, hein, l'intensité qu'il y avait, j'aurais donné peut-être un petit peu plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, un match en tout cas de bonne facture, entre deux vraiment très bonnes lutteuses, hein, on s'en doutait, on sait que c'est deux des meilleures lutteuses à la WWE en ce moment, on le sait, et
et voilà, il y a eu pas mal de belles choses, de bonnes choses, des prises, des contre-prises. On sent qu'elles se connaissent très très bien. Il y a eu bien sûr une tentative de disarmeur de la part de Becky Lynch, mais elle était un peu trop près des cordes, ce qui a permis à Charlotte de sortir du ring. Pas de figure 8, pas de figure 4 de la part de Charlotte, hein, c'est à souligner, pas de natural selection non plus. Donc finalement Charlotte n'a pas pu porter ses finishers. Mais il y a quand même eu chacune a eu ses moments bien sûr. C'était quand même de ce côté quand même un peu bagarre, on sentait quand même la tension entre les deux filles, une Becky Lynch hargneuse qui avait vraiment envie de se venger de cette défaite de SummerSlam, et elle a rien lâché, Becky, elle a rien lâché. Et cette fin était étonnante, puisque donc juste après ce disarmeur donc qui finit dans les cordes et Charlotte qui sort du ring, et ben finalement une fois que Charlotte est revenue dans le ring, juste un petit peu après, Charlotte tente un spear directement, et Becky contre à la vitesse de l'éclair avec une sorte de roll-up, en tout cas une espèce de pin, de tombée qui contre ce spear. C'était très très particulier, et ça s'est terminé comme ça, 1, 2, 3. Ça a été expéditif sur ce move, et c'était assez surprenant. Mais ça y est, donc Becky est la nouvelle championne de SmackDown. C'était l'un des scénarios envisageables dont je vous avais parlé. Moi je vous avais plutôt pronostiqué Charlotte qui conservait. Moi tout ce que je ne voyais pas, c'était que Charlotte gagne de façon clean. Charlotte ne pouvait pas gagner de façon clean. Si elle s'imposait, c'était forcément de façon contestable. Si c'était pas Charlotte qui gagne de façon contestable, on aurait eu une victoire de Becky. C'est ce qui est arrivé finalement. Ça aurait pu se terminer en no contest, ça aurait pu se terminer en double disqualification. Quoi qu'il en soit, il fallait que ce match se termine de façon à ce que ça continue derrière, quoi. Donc c'est pour ça que Charlotte ne pouvait pas gagner clean ce match, tout simplement. Donc ils ont pris le parti de donner la ceinture à Becky, qui le mérite amplement, hein. Donc je ne conteste pas ce choix, mais ce n'est pas terminé, hein. La feud va continuer un bon moment, je pense. On a Evolution, on a Super Showdown, donc il y aura encore des occasions de les voir toutes les deux s'affronter. Et c'est pas impossible que la ceinture fasse le yo-yo. Et puis bon, faut pas oublier qu'il y a Survivor Series, donc SmackDown versus Raw probablement. Donc pour le Dream Match, on peut se dire qu'on pourrait avoir, par exemple, un Charlotte contre Ronda Rousey, donc championne versus championne. Donc peut-être que Charlotte récupérera son titre d'ici là. Ça, c'est pour les Survivor Series, donc ce n'est pas avant le mois de novembre. Donc on a le temps d'en reparler. Voilà, en ce qui concerne le match, c'était un match de très bonne qualité, entre deux très bonnes lutteuses, très techniques, très agiles. Franchement, voilà, match de très bonne qualité que je note 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, donc c'est une note très très bonne. Enfin, vraiment très très correcte. Ça aurait peut-être même pu aller encore plus loin. Avec peut-être un petit peu plus de rage, un petit peu plus de mouvement un peu salace, hein, à la limite de la disqualification, hein, puisque Becky, elle a la rage, donc elle avait ce désir de vengeance, donc ils auraient peut-être pu encore un peu plus développer ce côté-là chez elle, mais ça peut continuer, hein. Et intéressant de voir qu'à la fin, on parlait du double turn, il n'a pas eu lieu finalement, mais on attendait cette réaction. Charlotte donc qui tend la main quand même à Becky, mais Becky la refuse et puis préfère lever la ceinture pour narguer Charlotte et se casser tout simplement. Donc il n'y a pas de double turn, ou en tout cas pas pour le moment, hein. On verra ce qui va se passer à SmackDown, mais pour l'instant c'est toujours Charlotte qui est dans la position de la face et Becky dans la position de la heel. Et d'ailleurs le fait qu'elle ait refusé Becky cette poignée de main confirme, je dirais, le fait qu'ils ont toujours envie, de mettre une Becky heel, quoi. Donc voilà, pas fair play, enfin en tout cas pas joueuse, pas respectueuse de son adversaire.
Voilà, ils veulent continuer là-dessus, même si le public bien sûr venu, il ne va pas s'arrêter de soutenir Becky, hein, ça c'est sûr et certain, et encore plus maintenant qu'elle a la ceinture. Donc là, les You Deserve It, on risque de les avoir lors du prochain SmackDown. En tout cas, voilà, donc un très bon match, vraiment très correct. Un bon match de féminin, de catch, il y avait du niveau, et ça fait plaisir hein, après les purges qu'on a eu avec Carmella ces derniers temps, et même voilà, que ce soit avec Charlotte ou avec Asuka dans les matchs, voilà, le règne de Carmella c'était quand même très faible, et là on a quand même on retrouve enfin du bon niveau et du bon catch. Voilà, maintenant on va passer au match suivant, match tag team pour les titres de Raw entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler et Ambrose et Rollins. Un match qui aura duré quand même pas mal de temps puisqu'il leur a fait quand même 23 minutes, hein, donc c'est quand même une belle exposition pour eux. J'ai envie de dire un match en deux temps. Une première partie, donc on va dire 10-12 minutes, que j'ai trouvé un peu chiante. C'est étonnant, c'est peut-être même dur de dire ça, mais ça a mis du temps, je trouve, ce match à vraiment s'emballer. Ça s'est cherché. Les 4 lutteurs sont bons, hein, c'est pas un problème. Il y a du charisme, il y a du in-ring, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans tout de suite. Et puis après, les 10 dernières minutes, là, les 10-12 dernières minutes, eh ben, on a remis de l'essence dans le moteur, et puis là, c'était parti. Là, c'était devenu un peu tout fou, avec de l'action vraiment partout, des topés suicidas de partout, une succession de roll-up entre Ziggler et Rollins, et ensuite une tentative de zigzag de Ziggler, et Rollins arrive à s'en dégager, hein, c'était incroyable. Il y a même eu un frog splash, un gros frog splash de la part de Rollins sur Ziggler, il me semble, hein, et un dégagement. Michael Cole s'énerve. Are you kidding me? Are you kidding me? Il était devenu fou. Il y a eu des topés suicidas avec Rollins qui en tente un, mais il est pris oui en plein vol par Ziggler et McIntyre, mais Ambrose arrive derrière, emporte un, et hop, tout le monde par terre. C'était devenu tout fou, vraiment magnifique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a une tentative comme d'habitude, hein, de Superplex Falcon Arrow, hein, le combi habituel de Rollins, mais au moment où il essaie de faire son Falcon Arrow, on a un Ziggler donc qui est pris, mais on a un McIntyre qui arrive vraiment par surprise et qui porte un Claymore très rapidement sur la gueule de Rollins, donc il n'a pas le temps de porter sa Falcon Arrow, et Ziggler qui était complètement au KO arrive quand même à poser son bras sur le corps de Rollins et de faire le compte de 3. Donc victoire, conservation des titres de la part de Ziggler et de McIntyre. Donc c'est pas une surprise, hein, et c'est une bonne nouvelle. J'avais peur que le Shield récupère toutes les ceintures, je ne voulais surtout pas ça, c'était pas mérité, ça m'aurait énervé, et je suis content parce ils viennent tout juste de prendre les titres, hein, ça fait 2 semaines, donc ça aurait été dommage de leur retirer ces titres alors qu'ils font du bon boulot. Bref, donc match en 2 temps, comme je vous disais, voilà, avec beaucoup d'animation. Il y a aussi un petit moment que j'ai bien aimé, que j'avais jamais vu, c'est quand Ziggler tente sur Rollins vraiment son planté DDT là, avec un petit peu d'élan, mais il est contré en plein vol, et puis et en fait il arrive sur place, Rollins à porter une Falcon Arrow. C'était pas mal. C'était pas mal aussi ce petit passage. Là pour le coup il avait réussi à porter sa Falcon Arrow, hein, mais pas malheureusement au moment fatidique, hein, qui lui a coûté ensuite la défaite. En tout cas, c'est un match qui ne décrédibilise personne. Les 4 en sortent grandis, hein, bien sûr. Et puis on va les retrouver. Ça va continuer cette feud, hein. On a déjà un 3 contre 3 avec Braun et Roman en plus à Super Showdown. Et puis il n'est pas impossible qu'il y ait un rematch entre ces deux équipes, hein. Pourquoi pas aussi, même si le match est terminé de façon clean, hein. Il n'y a pas de contestation, hein. Même si la fin est un peu étonnante, hein. Ça va être un petit peu le leitmotiv de ce show d'ailleurs, un peu les fins étonnantes, et celle-là en est une, mais elle est tout à fait légale.
et incontestable. Voilà, mais c'était un très bon match. Voilà, vraiment comme on pouvait s'y attendre, avec une grosse durée, une belle exposition. Et puis j'ai bien aimé la fin quand Ziggler complètement KO est porté sur ses épaules par Drew McIntyre et qui s'en va avec les ceintures et Ziggler sur son dos. C'était hyper badass, hyper badass. J'ai vraiment aimé. C'est con, hein, ça ne sert pas à grand chose, mais cette image, ça donne un aspect tellement badass et puis tellement impressionnant et costaud de la part de McIntyre. On sent que c'est l'homme fort, quoi. C'est la menace et que c'est le gars qui peut vraiment aller loin, qui peut aller chercher le titre universel à Roman Reigns dans une feud future, quoi. Je pense qu'on s'en va d'ailleurs vers ça. Et c'était une très belle image. Et voilà, en ce qui concerne la note, je vais donner un bon petit 7 sur 10 des familles, quoi. Un bon petit 7 sur 10 des familles pour continuer encore sur cette belle série de bons matchs là. Troisième bon match. Là, on se dit qu'on est parti pour le show de l'année là, à ce moment-là. Et voilà, c'était vraiment très agréable. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Match de championnat de WWE entre AJ Styles et Samoa Joe. Oui, décidément, le titre WWE, qui est quand même le titre suprême de la compagnie, il ne fait plus le mini-event depuis un bon moment maintenant. Les matchs pour ce titre sont même relégués assez loin sur la carte finalement. Loin par rapport au main-event, quoi. Et c'est assez étonnant, hein. C'est assez étonnant. Et puis en plus, c'est une feud quand même qui est bonne. Voilà, avec deux gros lutteurs. Enfin, c'est quand même étonnant de les voir aussi bas dans la carte. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Un match d'une bonne durée, hein, 19 minutes, hein, donc voilà, c'est toujours dans les standards pour des matchs de cette importance. Match brutal, voilà, un match de qualité, hein, franchement, c'est à peu près du même tonneau qu'à SummerSlam. Hein. Voilà, moi j'aime plutôt le contenu des matchs entre ces deux hommes. C'est brutal. Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est quand Samoa Joe tente un Muscle Buster. Normalement, cette prise a été interdite, puisqu'on sait que c'est ce qui a malheureusement coûté la fin de carrière de Tyson Kidd. C'était malheureux, mais voilà. Et du coup, ça avait été abandonné, ça avait été interdit cette prise, et là, il nous la vend. Et évidemment, on sait qu'elle va pas être portée cette prise. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Voilà, il y a eu quand même pas mal de bonnes choses. On n'a pas vu tout l'arsenal de prises de Styles. On n'a pas vu de Styles Clash, on n'a pas vu de Calf Crusher notamment. Voilà, on a vu quand même d'autres choses. Voilà, j'aime bien quand il fait aussi une sorte de torture rack et puis qu'il se transforme en powerbomb. C'est pas mal du tout. Voilà, il y a eu bien sûr une tentative de coquina clutch et c'est là la polémique. C'est là la polémique. Je n'ai pas compris sur le coup, puisque intelligemment, un peu à la façon d'un Bret Hart en quelque sorte, AJ Styles donc est pris dans la coquina clutch et il se penche vers l'arrière. Enfin oui, il se laisse tomber vers l'arrière et réussit à bloquer, à immobiliser les épaules de Samoa Joe jusqu'au compte de 3. Voilà, bon, je me dis, ça y est, il a surpris Joe. Voilà, il est champion, enfin, il reste champion, voilà, tout simplement. Mais Samoa Joe réagit bizarrement lorsque le speaker dit que Styles est toujours champion. Joe, il dit quoi? Et là, du coup, il s'énerve, il tape la table des commentateurs. On voit le ralenti. Bon, voilà, quoi, il y a rien de spécial, quoi. Il est pris, voilà, il est surpris, quoi. Sauf que une fois que Joe Joe s'énerve, continue de s'énerver. Et puis il revient sur le ring, il soulève la ceinture pour dire je suis le champion, et derrière il prend un pelly kick de la part de Styles, donc il est à nouveau KO et Joe, et puis finalement il s'en va énervé dans les vestiaires pour aller se plaindre auprès de Paige. Et puis c'est là qu'on voit le ralenti d'un autre angle, et là on voit que Styles a en réalité tapé juste pendant ce compte. Il avait tapé, donc c'est vrai que normalement Joe aurait dû être le champion. J'ai trouvé ça étonnant comme finish, parce que je trouve ça bizarre.
lorsqu'on est en train de surprendre son adversaire avec un tombé comme celui qu'effectue Styles, pourquoi est-ce qu'on abandonne? C'est stupide. Enfin, t'es en train de surprendre ton adversaire avec un tombé, et en plus t'es en train de le faire, t'es en train de gagner, t'es en train de creuser, de le surprendre, et puis là, tu abandonnes pendant cette manœuvre. C'est assez bizarre. Moi, je trouve, voilà, je trouve pas ça super cohérent. Je trouve pas ça super cohérent. Après, on comprend bien sûr le truc. L'objet, c'est de prolonger la feud. Je vous l'avais dit, c'est exactement comme Charlotte. Styles ne pouvait pas gagner de façon clean. Si c'était le cas, bah voilà, Joe, on pouvait plus rien faire pour lui derrière, quoi. Donc forcément, soit Joe prenait le titre, c'était mon pronostic, hein, je vous l'avais dit. J'avais pris mon petit risque en donnant la victoire à Joe, et d'ailleurs, on n'en est pas passé loin, hein. Puisque finalement, techniquement, c'est lui qui est champion, hein, c'est lui qui aurait dû gagner. Puis bon, finalement, ils ont donné la victoire à Styles, mais de façon contestable, donc ça va continuer. Et puis de toute façon, à Super Showdown, on savait que le match aurait lieu. Il n'avait pas été officialisé, mais on le savait qu'il aurait lieu de toute manière. Et donc, lorsqu'il s'en est plaint, auprès de Page en coulisses, bah voilà, du coup on sait qu'il va y avoir une stipu, il le dit, hein, d'ailleurs Joe, donc on sent qu'il va y avoir un match à stipu, et c'est ce que j'ai en tête depuis un moment, je pense, un I Quit match, puisque ça pourrait permettre éventuellement à Wendy de faire son apparition, et peut-être de jeter l'éponge pour son mari, et du coup de lui faire perdre le titre, et la fin d'un long règne pour Styles. Moi je vois bien les choses comme ça. En tout cas un I Quit match, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en plus, donc je trouverais ça pas mal. Voilà, vu que on est parti pour un match à stipulation, donc peut-être donc à Melbourne au Super Showdown. Et je pense que ça va continuer, hein. Et à mon avis, Joe va finir par le prendre ce titre. Il le faut, il le mérite. Et puis s'il le prend pas, ça va être compliqué pour lui, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment que Joe vraiment finisse par prendre cette fichue ceinture. Voilà, donc le match était brutal, il était bon, de très bonne qualité, ça catch, quoi, ça catch, y a rien à dire. Et Joe, voilà, pour quelqu'un de son poids, qui nous fait un topé suicida encore, un peu vrillé là, qui était pas mal du tout, toujours ses coups de pied retournés, dans le coin là, toujours très percutant, quand il s'essuie la semelle là sur la gueule de Styles là à l'extérieur du ring, il le projette contre les escaliers en métal. Voilà, c'est brutal. Ces enchaînements avec son Boston Crab aussi, voilà, enfin il fait pas mal de choses intéressantes, hein, Joe, hein, il est assez mobile pour son poids. Et puis il y a aussi une grosse lariat, ouais, où on l'a vu au ralenti, ça. Waouh, l'impact de cette lariat, de ce gros clothesline là, en se projetant dans les cordes, et puis cet impact aussi à un moment donné où les deux se rentrent dedans. Comme Styles a véritablement volé aussi, c'était beau à voir aussi au ralenti. Voilà, enfin tout ça, ça résume un peu tout ce match brutal, et chacun dans son style, et ça a catché, quoi. Il y avait du catch, j'ai aimé ce match, je lui donne la note de 7 sur 10. Ça les vaut, et on enchaîne donc 4 matchs de qualité là dans ce show sur 7. Donc on se dit 4 matchs de qualité sur 7, on a déjà plus de la moitié des matchs qui sont donc bons. Voilà, pas parfait, il y a des petites choses à redire, mais c'est globalement satisfaisant. Et donc bon, on prolonge la feud de façon un peu, voilà, ils auraient pu le faire un peu autrement. Je suis pas fan de ce finish. Ils auraient pu le faire différemment. Et puis ce que je n'aime pas aussi, il faut le dire, c'est quand même qu'on a un Joe depuis le début qui joue les mind gamers, quoi. C'est celui qui fait le mind game, c'est lui qui contrôle tout ça. Il contrôle Styles, en parlant de la famille, en parlant de la femme, de l'enfant de Styles. C'est donc celui qui est le mind gamer de cette feud. Et puis là, il se fait arnaquer finalement par l'arbitre. Enfin oui, il se fait arnaquer, quoi. Ça colle pas, je trouve ça con en fait que ce soit le gars le mind gamer de la storyline qui se fasse finalement arnaquer par une erreur d'arbitrage. Je trouve ça nul en fait. C'est ça que je trouve un peu moche et pas très cohérent dans l'histoire, quoi. Et puis en plus du coup ça met le mind gamer hors de ses gonds, quoi. Et le mind gamer, c'est celui qui est normalement censé énerver son adversaire et non pas s'énerver lui-même. Donc ça nous sort un peu de l'histoire, quoi. C'est dommage qu'on nous l'ait fait comme ça.
Mais qu'attend la WWE pour mettre le VAR, quoi, comme au foot. Mettez le VAR, bordel. Mettez le VAR, parce qu'avec le VAR, au ralenti, c'est clair, et puis Styles aurait perdu. Il aurait perdu, ça c'est sûr. Mais bref, ça va finir par arriver 7 sur 10, donc un très bon match. Voilà, hein, on continue sur une bonne note. On va passer maintenant au match suivant, un match tag team mixte entre Brie Bella et Daniel Bryan, et le Miz et Maryse. Bon, là, il fallait arrêter, hein, c'était trop beau pour être vrai. Bon, là, il faut le dire, c'est la partie du show où ça commence à baisser fortement. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, ça s'annonçait pour être le match le plus faible au niveau qualitatif, et ça a été le cas, notamment à cause des filles, hein. C'est vrai qu'elles n'ont pas rendu la tâche simple, et surtout une Maryse, mais absolument nullissime. Mais alors je ne sais pas si c'est parce que elle a accouché il n'y a que 5 mois de cela, ou si c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le niveau et qu'elle n'est pas prête du tout, mais c'est zéro. Elle a rien fait, elle n'a fait que fuir Brie Bella, qui l'a poursuivi tout le temps, et elle n'a même pas porté de coup. Elle n'a même pas porté de coup, on l'a même pas vu faire ça. C'est dingue. C'était le degré zéro, et évidemment, elle s'est comportée comme une île, donc en fuyant à chaque fois. Et voilà, il y a que les hommes qui ont porté le match. Il y a que les hommes qui ont porté le match. Bryan, il a fait ce qu'il a pu, il a fait son Bryan. Le Miz, il a fait son Miz avec en étant toujours heel, bien sûr, avec ses petites manœuvres. Et puis dès le début d'ailleurs, il y a une petite manœuvre, une messe basse entre Miz et Maryse, et ça a commencé comme ça avec Maryse qui crie pour déconcentrer Bryan, et puis du coup il se fait attaquer derrière par le Miz. Ça a commencé déjà comme ça avec des manigances. Mais voilà, Maryse, que dalle. Il y a une petite séquence avec c'était drôle, ou parce que il y a eu le missile dropkick de la part de Brie sur Maryse qui tente le tomber, et le Miz brise le tomber en tirant les jambes de Brie, et du coup Bryan arrive et il défonce le Miz, et on l'entend clairement dire tu ne touches pas à ma femme, son of a bitch. Et on l'entend bien le dire. C'était drôle, et puis en s'en sont suivis les traditionnels yes kick simultanés, hein, de la part de Brie et Bryan. Voilà, mais le dernier coup de pied n'a pas eu lieu. Ils sont préférés s'enfuir comme d'habitude, récupérer notamment, ramener sur le ring, notamment Brie ramène Maryse sur le ring, et puis bien sûr commence le et voilà, donc le coup de genou dans la face, donc sur Maryse qui est contre les cordes. Et du coup, c'est là que donc intervient la fin, et avec donc du coup Brie qui pousse Maryse sur le Miz qui va à l'extérieur, et là s'ensuit du coup un contre avec un roll-up de la part de Brie, et Maryse qui contre de façon lente et sale et dégueulasse et moche, avec du coup un petit paquet, et victoire de Maryse et du Miz, assez surprenante, donc dans un match heureusement pas trop long, qui aura duré 13 minutes. J'ai l'impression que c'est un peu un pied, cette fin de match, c'était un peu un pied de nez finalement, parce qu'on se dit beaucoup, je pensais que Brie allait gagner en battant Maryse, et cette fin de match c'est un peu ça, quoi. Brie doit battre Maryse, et puis au final, non, il nous faut un pied de nez, et finalement, c'est Maryse qui bat Brie. Voilà, quoi. Alors qu'elle n'a rien foutu, donc c'est le hold-up ultime de la part de Maryse, et puis surtout ça fait 2-0 dans la confrontation directe, on va dire, au sein de la famille Mizanin versus la famille Danielson. Alors après, comme je vous disais, c'est plutôt un filler ce match. Ça ne rentre pas trop dans la storyline, puisque d'ailleurs, ce ne sont pas les hommes qui sont impliqués dans la fin du match. Et surtout, ça permet encore, je pense, de préparer un match à Evolution entre les deux filles. Parce que, comme il n'y a quasiment rien eu entre les deux filles pendant le match, à part fuir, il n'y a rien eu. Et puis ce finish, voilà, en opportuniste, et c'est tout. Donc je
je garde mon ticket hein, pour un match entre Brie et Maryse à Evolution, hein, malheureusement, hein, mais on y va tout droit à mon avis. Hein. On y va tout droit, et surtout avec vu la physionomie du match, je pense qu'on y va tout droit. Et comme les deux hommes ne sont pas impliqués dans la fin du match, bah finalement, les deux hommes en sont toujours un 1-0 pour le mise, en quelque sorte, dans leur série, et du coup, bah c'était une parenthèse ce match. Voilà, le niveau était plus faible hein, par rapport aux autres matchs, bien sûr. 5 sur 10, je lui donne tout juste la moyenne. Voilà, c'était un match spectacle, voilà, pour faire le show. Mais c'était pas foufou, quoi. C'était pas foufou, c'était pas mauvais hein, non plus. Enfin, les hommes sauvent un peu le truc. Mais sinon, les filles, c'était le néant total. Le néant total. Mais c'était pas terrible du tout quoi. Voilà, on va passer maintenant au match suivant, donc encore des femmes à l'honneur puisque c'est du coup Ronda Rousey face à Alexa Bliss, donc pour le titre féminin de Raw. Eh bien un match qui aura duré bien plus longtemps hein, qu'à SummerSlam, hein, qui avait duré à peine 4 minutes. Là ça aura duré le triple, hein, quand même 12 minutes, dans un match qui aura donc, j'ai l'impression que c'est un peu le but, fait honneur à Alexa Bliss, hein, puisque elle aura quand même bien mieux résisté hein, qu'à SummerSlam, mais évidemment il y a cette blessure kayfabe aux côtes de la part de Ronda qui a été vendue donc depuis le dernier Raw. Pas de bandage d'ailleurs, je pensais qu'elle aurait peut-être un strapping aux côtes, bon ils l'ont pas fait, mais en tout cas ça a été utilisé pendant le match. Et donc pendant une certaine partie du match elle a capitalisé là-dessus, Bliss, et elle a pu quand même avoir un peu l'avantage de temps à autre et de façon crédible, parce que c'était ça le problème. Je pense que une Bliss qui prend l'avantage, qui domine de façon crédible, personne n'y croirait, et vu en plus son petit gabarit, c'était très compliqué d'y croire. Mais avec une Ronda affaiblie aux côtes, là on peut se dire que c'est crédible. Voilà un peu le but de la manœuvre, je pense. Intéressant aussi de noter que Ronda a quand même fait quelques progrès in-ring. Elle développe petit à petit son moveset. Au début, on l'a vu faire une sorte de tombée en mettant vers l'arrière, là, une sorte de pontée en coinçant les jambes de son adversaire. C'était pas mal. C'était assez original. Elle commence à le faire des choses. Bon, il y a des choses qui sont pas très propres, hein, notamment cette espèce de souplesse là, un peu explodeur, mais où Bliss fait une très mauvaise réception, donc attention à sa sécurité à Ronda. Sinon elle a continué ses prises de bras, elle a continué ses Samoan drop un peu vrillé. Elle donc a eu aussi une prise qu'on avait vue en live show, en vidéo hein, récemment, une nouvelle prise, c'est une God Trench Powerbomb, un peu comme Jack Swagger les faisait à l'époque hein. Encore une nouvelle prise, donc voilà, elle commence quand même à développer son arsenal de prises, et ça c'est intéressant, parce que on peut pas rester qu'avec des prises MMA et que des prises de bras tout le temps, sinon on va s'emmerder sévère. Et puis finalement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est-à-dire que voilà, elle prend le dessus, Ronda, elle en a marre, elle fait les gros yeux, elle fait peur à Bliss, et elle lui prend le bras, et puis hop, terminé. En fait, Ronda le fait abandonner Bliss tout de suite quoi. Bliss n'attend pas, son bras est bloqué, elle abandonne, elle n'attend même pas quoi. C'était très très rapide, c'est un peu bizarre aussi cette fin où elle ne cherche même pas à résister, c'était cadenassé, c'était terminé quoi. Donc victoire en 12 minutes. À noter qu'il y avait aussi les filles hein, à l'extérieur, Natalia pour Ronda, et puis Bliss et Fox et James à l'extérieur pour Bliss. Donc il y a eu 2-3 interventions, mais pas, c'était assez minime au final. Natalia a fait un clothesline à Alicia Fox. Il y aura Bliss qui aura plongé sur ses deux copines à l'extérieur. C'était un petit passage un peu mou, un peu mollasson. Bref, voilà, c'était pas exceptionnel, hein. Un petit 5,5 sur 10. Voilà, un petit peu plus qu'à la moyenne, parce que je salue, on va dire, le fait que Bliss n'ait pas été décrédibilisée. Elle a fait un match beaucoup plus honorable qu'à SummerSlam, et elle a eu ses petits moments de domination grâce
à ce kayfabe, donc à cette blessure au code in kayfabe, et puis une Ronda qui progresse, qui a un petit peu plus de prise à son arsenal. Voilà, pour ça, je donne donc un peu plus qu'à la moyenne. C'est pas un super match, hein, c'est un peu comme le précédent, voilà. Hein, ça, c'est un peu, ça, c'est la période un peu creuse du pay-per-view, quoi, il faut le dire, et c'est juste avant d'aborder le gros main event. Mais voilà, bon, ça va être un peu compliqué, ça va être le problème avec Ronda, quoi, c'est qu'elle va être imprenable. Et puis de toute façon, on le disait, elle va affronter probablement Nikki Bella à Evolution. Donc et puis Trish Stratus se profile pour Bliss, donc on savait que de toute façon qu'elle serait pas championne, Alexa Bliss. Donc voilà, il n'y avait pas de suspense à ce niveau-là. Elle était favorite à 1000%, Ronda, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on va passer donc au gros main event, donc entre Braun Strowman et Roman Reigns, titre universel, dans un nouveau Hell in a Cell match, et avec Mick Foley comme arbitre spécial. Ah, ce bon vieux Mick Foley, incapable de faire un compte de 3, et même un compte de 2 même, puisque finalement, il essaye de faire un compte de 2, et puis il va jusqu'à 3, quoi. Enfin, il botche son compte, c'est n'importe quoi, ce qu'il nous fait pendant le match, déjà. Il aura servi absolument à rien dans ce match, de toute façon, aucune incidence, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Pas de Mister Soko, hein, aussi, on aurait pu aussi l'envisager. Match en 2 temps, hein, c'est un peu comme Ziggler, McIntyre et Ambrose Rollins, quoi. Un match en 2 temps, une première partie donc plus là avec le bourrinage entre Strowman et Reigns. Voilà quoi. Enfin, on s'envoie des parpaings des deux côtés, mais je m'ennuie quoi. Je m'ennuie. Moi, j'arrive pas à m'enthousiasmer dans ce match. En plus, le public, il continue, hein, malgré le heel turn de Braun, il continue avec des get this hands, et même quand Braun soulève la ceinture en début de match, qu'il lui pique la ceinture pour lever la ceinture, le public, il pop, hein, donc c'est compliqué, hein, Reigns, hein, quand il arrive seul sur le ring aussi, c'est compliqué. Bref, voilà, donc cette première partie de bourrinage entre les deux hommes, des Superman Punch comme d'habitude. Il kick out du running power slam. Reigns kick out du running power slam, donc personne ne se relève. Et dans le plus grand des calmes. C'est incroyable. Super Cena, Super Reigns, quoi. C'est n'importe quoi, comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, on essaye. Il faut toujours une tierce personne. Il faut toujours un phare. Il faut que le phare se dirige ailleurs pour éviter que Reigns se prenne les huées. Et évidemment, on décide à ce moment-là que Reigns donc porte un spear sur Braun Strowman qui détruit une table. Donc Braun est sonné, mais Reigns reste allongé. Il est mort là, il fait dodo, Reigns, alors que c'est lui qui porte le spear. Il reste allongé, et puis là, à ce moment-là, fin du match, puisque à ce moment-là, McIntyre et Ziggler décident d'arriver. Et puis finalement, Ambrose et Rollins arrivent par derrière, bagarre entre les quatre, c'est parti mon kiki, ça s'envoie des parpaings, et puis tout à coup, 3 des 4 hommes, hein, tout le monde sauf Ambrose, monte la cage, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, les trous dans les grillages, hein, moi dès que je les ai vus pendant le match Jeff Hardy Randy Orton, je n'ai pensé qu'à ça, et tout de suite je me suis dit voilà, ils ont mis des trous comme dans les cages précédentes. Voilà, il va y avoir une escalade quoi dans le main event, probablement ils vont faire un truc avec tout le monde, et puis voilà, et c'est ce qui est arrivé. Donc Ziggler a commencé à escalader, suivi de Rollins, McIntyre, ça s'est bagarré, et puis tout à coup Ambrose est arrivé avec un kendo stick dans le dos, et voilà, bagarre entre les quatre sur le toit, et puis finalement double corde à linge, hein, simultané entre McIntyre et Ambrose. Les deux font dodo aussi, hein, puisque évidemment quand tu prends un double coup de la corde à linge, tu fais dodo pendant un quart d'heure, hein, si bien connu. Ziggler en profite lui pour descendre de la cage, mais Rollins le récupère, et puis voilà, on s'envoie des coups de tête contre le grillage, et puis double bump, paf, les deux tombent sur les tables de commentateurs, holy shit. Les deux sont KO, et puis là, tout à coup,
Et oui, alors là, la surprise, là il faut le dire, personne ne s'y attendait. Brock Lesnar est de retour, mes amis. Je ne pensais pas qu'il allait revenir. Je pensais qu'on n'était pas près de le revoir, celui-là, et qu'il allait préparer tranquillement son match de MMA face à Daniel Cormier. Ben non, il est là, avec la beubare, là, bien badass d'ailleurs, avec cette beubare. Ça lui va plutôt bien. Et avec Paul Heyman en plus. Et puis là, Lesnar arrive, gros coup de latte sur la porte qui détruit. La porte qui est mise un peu en pente comme ça contre le ring. Il marche dessus et hop, il passe par-dessus la troisième corde. Entrée badass. Et puis là, il prend des petits bouts de bois, là, des petits bouts de table déchirés, et puis il tape Reigns, il tape Strowman. Il retape, et puis là il porte un premier F5 sur Braun, très mal, avec une mauvaise réception en plus, il tape un peu, enfin il se réceptionne un peu sur son genou Braun, enfin bon bref, un F5 dégueulasse. Il reprend ensuite Reigns, il le porte aussi un F5 tout mou, tout mollasson sur Braun, et voilà, il regarde les deux corps par terre, tout le monde est par terre. Il y a toujours les deux gars sur le toit là qu'on voit plus, hein, parce qu'ils sont autocordolingés, mais apparemment ça suffit à les mettre KO. Les deux autres qui ont pris un bump, pareil. Et voilà, on termine le show comme ça, puisque finalement l'arbitre dit, oh ben non, allez, no contest. C'est terminé. No contest. Un no contest dans un Hell in a Cell, quoi. Oh non, ne faites pas ça. C'est de l'overbooking. C'est que de l'overbooking. Oh là 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 là, pourquoi nous gâcher ça, quoi? Ça aurait pu être un match pas mal, un match bourrin, ok, mais avec quand même des petites choses qui auraient pu être sympas. Voilà, bon, vous voyez, il y avait le spear sur la table, bon, voilà, il pouvait y avoir des petits spots marquants, mais après, une fois, à partir du moment où les copains sont arrivés et ont foutu le bordel, et puis avec Lesnar en plus, bon, bah voilà, le match était terminé, quoi. C'était devenu du gros n'importe quoi, et de toute façon, je vous l'avais dit qu'il y aurait une bagarre à l'extérieur. J'ai même pensé à tous les heals. Alors d'ailleurs c'est bizarre que tous les heals ne soient pas venus aussi du coup, hein. Enfin bref, quitte à revenir sur ce qui a été fait à Raw, autant faire venir tout le monde, hein. Bon bref, du coup c'était le gros bordel, le grand carnaval, et je lui ai donné la note de 5,5 sur 10, 5,5 sur 10, j'ose même pas donner 6, parce que non, je peux pas, parce que ça va trop loin. C'est du n'importe quoi, folie qui sert à que dalle, en plus il se prend du poivre dans les yeux, il se prend aussi un coup de poivre, un coup de lacrymo, c'est parti trop loin, c'est parti en couille, et c'était plus du catch là, c'était n'importe quoi, c'était du spectacle, j'ai pas trop aimé là, c'est parti en couille, j'ai pas trop aimé, voilà, alors bon, ça remet Lesnar sur la carte, alors ça annonce probablement un triple threat match entre les trois, peut-être au Survivor Series du coup, puisqu'il n'est pas prévu au Super Showdown, hein, Lesnar, donc à mon avis ce sera pour Survivor Series dans 2 mois, hein, donc en novembre. Ça peut être pas mal, hein, d'ailleurs, un triple threat match entre les trois, ça peut être pas mal du tout, mais bon, je m'attendais pas, on va dire que la bonne nouvelle c'est... En quelque sorte, c'est la surprise Lesnar. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai lu la news une heure avant, j'ai appris que Lesnar était en coulisses. Ça voulait pas forcément dire qu'il allait faire une intervention, mais je l'ai lu qu'il était en coulisses. C'est vrai que bon, quand Lesnar est en coulisses, a priori, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour rien. Et effectivement, voilà quoi. Au moins, bon, ça a donné un peu de surprise. Mais bon, ça me satisfait pas davantage, quoi. Voilà, bon ben mon scénario fou de la mallette vide et puis finalement du faux cash-in, bon ben faut oublier, même si on peut souligner que la mallette a complètement disparu, hein, il est pas venu avec la mallette, hein, d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'ils vont utiliser ça dans la storyline. Mais voilà, ben ça veut dire qu'officiellement encore un cash-in qui foire après Corbin l'année dernière. C'est dramatique, quoi. Deux années consécutives, un cash-in qui foire, hein, du côté des hommes, hein, je parle, hein, puisqu'évidemment le cash-in de Bliss a marché, mais du côté des hommes, 2 cash-in qui foirent, quoi. Et puis Braun, voilà, Braun, quoi.
C'est n'importe quoi, il fout tout en l'air, tout en l'air. Ah, ça a servi à que dalle de donner la mallette à Braun, à que dalle. Fallait la donner à quelqu'un d'autre, c'était sûr. Fallait la donner à quelqu'un de SmackDown, par exemple. Bref, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Strowman n'avait pas besoin de cette mallette, et puis voilà, maintenant elle est à la poubelle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et puis toujours pareil. Donc on met le phare sur d'autres personnes pour éviter les huées de Reigns, voilà, et puis on met Foley comme arbitre, donc comme ça on se concentre sur Foley, on met le Shield, on met Ziggler, McIntyre, on met Paul Heyman, on met Lesnar, enfin bref, on regarde les autres, et puis comme ça on ne siffle pas Reigns, quoi. Voilà, mais non, mais la stratégie est claire, hein, elle est claire, voilà, hein. C'est dommage d'avoir ça. Ça ternit un peu cette fin de show, enfin ce show même de manière générale. On va passer d'ailleurs au bilan. Je pense que il faut le dire, Hell in a Cell c'était mon pay-per-view préféré de 2017. Si vous vous en souvenez, j'ai fait un top 3 et un flop 3 de 2017 et c'était mon pay-per-view préféré. Et on peut dire que finalement Hell in a Cell va peut-être devenir un classique. Ça va devenir un pay-per-view attendu. Parce que pour moi, pour l'instant, c'est le pay-per-view de l'année. C'est le pay-per-view de l'année. Avec 4 matchs sur 7 de très bonne facture. Les 4 premiers tout simplement. C'est dommage d'ailleurs, ils auraient équilibré, ils auraient mis les matchs un peu inférieurs, un petit peu mêlés à tout ça. Ça aurait peut-être été mieux parce que du coup on se tape les 4 bons matchs et puis après ça dégringole à la suite, quoi. Donc ils auraient réparti ça, s'ils avaient réparti ça autrement, on aurait peut-être eu encore un meilleur aperçu final. Donc voilà, le match mixte, le match féminin, Ronda Bliss, allez, meilleur qu'à SummerSlam, correct, mais bon, qui reste sans intérêt au final. Et puis ce match carnaval de main event, quoi. Bon, ça ternit un peu les choses, mais comme il y a eu 4 bons matchs pour commencer, et que c'était quand même la majorité des matchs qui étaient de qualité, donc je considère que c'est quand même le meilleur pay-per-view de l'année, devant SummerSlam, qui était correct, mais il y avait quand même plus de choses négatives à dire. Beaucoup de fins bizarres aussi, il faut le dire, notamment le Joe Styles, le fin du match du tag team mixte, la fin du Becky Charlotte, le Claymore aussi, le Claymore surprise, aussi de McIntyre. Bref, il y a quand même eu des fins bizarres, et puis même ce no contest, quoi, ce no contest final, qui aurait misé un copec sur un no contest dans ce Hell in a Cell match, quoi. Personne, quoi. C'est dingue, hein. Niveau pronostic, là, oui, c'est vrai que je me suis planté sur pas mal de choses, mais en même temps, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Et puis, il y avait des matchs où tout était possible. Donc, voilà, il fallait bien faire un choix. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on peut dire que le WWE, on va dire, elle relève un peu le niveau, là, après un SummerSlam correct. Et donc un plutôt bon Hell in a Cell, on reprend un peu espoir, et comme je l'ai dit dans le titre de ma vignette, le retour de la passion. La passion revient, enfin elle était déjà présente, mais c'est vrai que les pay-per-view avaient un peu éteint cette passion, quoi. Et j'avais pas beaucoup de hype, je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, j'avais pas beaucoup de hype pour ce pay-per-view, et donc j'ai été agréablement surpris, on va dire, par la qualité des matchs, la qualité du show, du bon catch, un peu de spectacle aussi, et peut-être même un peu trop de spectacle, notamment dans le main event, malheureusement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce pay-per-view. Dites-moi si ça vous aura plu aussi, ce pay-per-view. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce pay-per-view vous aura plu aussi. Passez une très bonne semaine. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.